Bonjour, je me présente, Julie Pinel. Je suis étudiante à la maîtrise en éducation profil didactique et dans le cadre du cours méthode de collecte et d'analyse de données quantitatives en didactique, je vous présente un test non paramétrique, le test de Qui2. Le test de Qui2 peut aussi être appelé test du qui carré ou test d'indépendance. Son objectif sera de vérifier l'hypothèse d'indépendance entre deux variables, nominales ou catégorielles, et ce qu'il permet, c'est de comparer les fréquences observées aux fréquences attendues. Si on prend un exemple concret, disons que nous avons 3 interventions pédagogiques différentes qui sont présentées à 30 étudiants au baccalauréat en éducation qui proviennent de 2 groupes. Ce qu'on souhaite savoir, c'est quelle intervention préfèrent les étudiants. L'étape 1 sera d'émettre notre hypothèse nulle. Donc, les étudiants au baccalauréat n'ont aucune préférence entre les 3 interventions pédagogiques. Notre hypothèse sera que les étudiants au baccalauréat ont une préférence entre les 3 interventions pédagogiques. La fréquence attendue, si on prend notre groupe de 30 étudiants, ce qu'on peut penser, c'est que le groupe se séparera en 3 parties égales, soit 10 étudiants pour l'intervention pédagogique 1, 10 étudiants pour l'intervention pédagogique 2 et 10 étudiants pour l'intervention pédagogique 3. La fréquence observée, c'est ce qu'on observera réellement au niveau des préférences des interventions parmi le groupe d'étudiants. Donc, si on prend toujours notre même groupe de 30 étudiants, on peut voir que 2 étudiants ont préféré l'intervention pédagogique 1, 20 étudiants ont préféré l'intervention pédagogique 2, alors que 8 étudiants ont préféré l'intervention pédagogique 3. Ça va se traduire dans le tableau suivant comme étant les fréquences observées. Ici, qu'on peut voir le 2, 20 et 8, ce qui donne un total de 30 étudiants, et les fréquences attendues, nos 10 étudiants répartis dans chacune des interventions. Pour faire le calcul de Qui2, on doit utiliser la formule suivante, qui est la somme de la fréquence observée moins la fréquence attendue au carré qu'on divise par la fréquence attendue. Les caractéristiques qu'on va voir au niveau du résultat, c'est que ce ne sera jamais négatif puisqu'on va mettre la soustraction de la fréquence observée moins la fréquence attendue au carré, que le résultat minimum peut être de 0 et que le résultat maximum, lui, n'a pas de limite, et que plus que nous allons avoir de fréquences observées, plus le résultat obtenu sera grand. Donc, si on reprend notre même tableau de fréquences attendues et observées et qu'on vient faire la démarche de calcul, on va pouvoir voir que pour le premier calcul qu'on va faire, on va prendre la fréquence attendue et la fréquence observée de l'intervention 1. Donc, on va venir mettre le 2 moins le 10 au carré qu'on va diviser par la fréquence attendue, soit le 10. On va répéter le même exercice pour l'intervention 2, 20 moins 10 divisé par 10, et la même chose pour l'intervention 3, ce qui nous donnera un qui carré de 16,8. Ensuite, au niveau de l'interprétation des résultats, ce qu'on a besoin comme valeur, c'est le résultat du qui carré et aussi le degré de liberté. Pour le calculer, le degré de liberté, il va être basé sur le nombre de catégories. Dans notre cas ici, on a 3 catégories, soit 3 types d'interventions. On va faire le nombre de catégories moins 1, ce qui nous donnera un degré de liberté de 2. Pour continuer au niveau de notre interprétation du résultat, on va utiliser un tableau des valeurs critiques de la distribution de la statistique de Qui2 qu'on retrouve dans notre manuel Statistiques, concepts et applications dans les annexes. Lorsque le Qui2 sera plus petit que le seuil alpha, on ne rejette pas l'hypothèse nulle. Lorsque le Qui2 est plus grand que le seuil alpha, on rejette l'hypothèse nulle. Donc, dans le tableau ci-bas, on peut voir que le degré de liberté va être notre colonne V. Et pour savoir ce qu'on va utiliser comme colonne, ça va être selon notre seuil d'erreur. Donc, si on a un seuil d'erreur à 5 on va pouvoir, avec notre degré de liberté de 2, on va aller voir que notre seuil alpha est de 9,488. Donc, avec notre Qui2 de 16,8, on voit que c'est plus grand que le 9,488, donc on va rejeter l'hypothèse nulle. Si on regarde pour faire un test de Qui2 simple dans SPSS, on va prendre le menu Analyse, test non paramétrique, boîte de dialogue ancienne version qui carré. Et on va obtenir les mêmes résultats qu'on a obtenus précédemment, soit un qui carré de 16,8. Et on aura aussi une significativité qui va être plus petite que 0,001, ce qui veut dire qu'on rejette l'hypothèse nulle, voulant que les étudiants n'aient aucune préférence d'intervention.
On peut aussi faire une analyse des variables nominales pour deux variables indépendantes. Donc, si on prend notre même exemple, on souhaite pousser un peu plus loin notre analyse et on veut savoir au niveau des 30 étudiants qui proviennent de deux groupes, soit celui de Christian et celui de Nadine, est-ce qu'il y a des préférences qui sont similaires au niveau des interventions pédagogiques pour les étudiants des deux groupes? Ce qu'on va voir au niveau des fréquences observées, c'est que pour le groupe de Christian, on aura personne qui va préférer l'intervention 1, 14 l'intervention 2 et 4 l'intervention 3 pour un total de 18 étudiants. Et le groupe de Nadine, ce sera 2 pour l'intervention 1, 6 l'intervention 2 et 4 l'intervention 3 pour un total de 12 étudiants, ce qui nous donne nos 30 étudiants qu'on avait précédemment. Donc, pour le calcul des fréquences attendues, dans ce cas-ci, on doit faire le calcul de façon différente. Pour y arriver, on va devoir utiliser le total des étudiants du groupe de Christian qu'on va multiplier par le total des étudiants qui ont préféré l'intervention 1 et qu'on va diviser par le nombre d'étudiants au total. Ce qui va faire notre 18 fois 2 divisé par 30 qui nous donnera une fréquence attendue de 1,2. On va répéter la même opération pour le groupe de Christian, toujours l'intervention 2, donc 18 étudiants au total, 20 qui ont préféré l'intervention 2, qu'on divise par nos 30 étudiants au total, ce qui nous donne une fréquence attendue de 12. On répète encore pour l'intervention 3 et on fait de même pour le groupe de Nadine en prenant le nombre total d'étudiants du groupe de Nadine, 12, multiplié par le nombre d'étudiants qui ont préféré l'intervention 2, qu'on divise par le nombre d'étudiants au total de 30, donc une fréquence attendue de 0,8, et on refait le même exercice pour chacune des interventions. Pour le calcul du Qui2, on va utiliser exactement la même formule, soit la somme de la fréquence observée moins la fréquence attendue au carré qu'on divise par la fréquence attendue. Pour le calcul de liberté, du degré de liberté, on va le faire un peu différemment. Donc, la formule sera R-1 fois C-1, où R représente le nombre de variables dans les rangées et C le nombre de variables dans les colonnes. Donc, ici, dans nos rangées, on a 2 variables et dans nos colonnes, on en a 3. Donc, on va faire 2 moins 1 fois 3 moins 1, ce qui va nous donner un degré de liberté de 2. On va reprendre le même tableau des distributions des valeurs critiques de Qui2 et on va l'utiliser exactement de la même façon. Donc, on a toujours un degré de liberté de 2 avec un seuil alpha qui est de 9,488. Notre Qui2 à nous donne 4,09 qui est plus petit que 9,488. Donc, on ne rejettera pas l'hypothèse nulle. Si on prend les résultats qui sont obtenus au test d'SPSS, ce qu'on remarque, c'est que la signification asymptotique va donner des résultats où la significativité va être plus grande, que 0,05. Donc, ça va confirmer qu'on ne rejette pas l'hypothèse nulle, ce qui va nous amener à conclure que les groupes de Christian et Nadine ne diffèrent pas au niveau de leur préférence d'intervention. Pour finir, il y a une étude de comparaison de la prosocialité perçue, prosocialité exprimée et prosocialité observée selon le genre des enfants de 5 et 6 ans et le contexte éducatif qui a utilisé le test de Qui2, ce qui lui a permis de démontrer que pour les enfants en maternelle, il y avait plus d'enfants qui provenaient de familles monoparentales avec un seul enfant, un parent sans emploi et un revenu familial brut entre 30 000 et 49 999 $. Donc, il y a moins d'enfants en maternelle qui proviennent de familles biparentales et de revenus familial de 100 000 $ et plus. Ils ont utilisé leurs variables catégorielles pour essayer de voir s'il y avait un lien d'interdépendance entre elles. Et ces liens d'interdépendance-là qu'ils ont trouvés vont leur servir et vont être pris en compte dans les résultats qu'ils vont obtenir et les interprétations qu'ils vont faire des résultats de leur étude. Donc, sur ça, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.